Chaque clic, chaque message, chaque photo qu'on partage. Dans notre monde numérique, chacune de nos actions laisse une trace. Mais la vraie question, c'est qui contrôle ces traces? Eh bien, en France, il y a tout un ensemble de lois qui ont été créées pour ça, pour protéger les individus. Pour comprendre ce qu'on pourrait appeler le code de la route du numérique, il faut d'abord commencer par une question toute simple, mais essentielle. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On pourrait penser que la réponse est évidente, un nom, une adresse email, mais en réalité, la définition juridique est beaucoup plus large que ça. Elle englobe des informations qu'on n'imaginerait même pas. Et c'est vraiment là que tout commence. Voilà ce que dit la loi. C'est très clair. Et le mot le plus important ici, ce n'est pas identifié, c'est identifiable. La nuance est énorme. Ça veut dire qu'une information, même si elle a l'air anonyme au premier abord, elle devient personnelle si, en la croisant avec d'autres infos, on peut remonter jusqu'à une personne. Et du coup, la liste de ce qui est considéré comme une donnée personnelle est bien plus longue qu'on ne le croit. L'enregistrement de la voix, les données GPS de notre téléphone, ou même un simple identifiant client, tout ça, ce sont des données personnelles. Pris séparément, ça peut paraître anodin. Mais si on les assemble, eh bien on peut dessiner un portrait ultra détaillé de quelqu'un, de ses habitudes, de sa vie. Forcément, avec une telle masse de données qui circulent partout, tout le temps, le risque, c'était que le monde numérique devienne une sorte de Far West sans foi ni loi. Il fallait donc absolument poser un cadre, des règles claires pour que chaque individu soit protégé. Et en France, l'une des pièces maîtresses de ce cadre, c'est la loi pour une république numérique. Elle a été adoptée en 2016 et c'est vraiment un texte fondateur qui a mis en place de nombreux droits dont on bénéficie tous aujourd'hui sur Internet. En gros, cette loi, elle repose sur 3 grandes idées, 3 piliers. D'abord, l'ouverture, pour faire circuler les données et le savoir. Ensuite, la protection, pour redonner aux citoyens le contrôle sur leurs informations. Et enfin, l'accès, pour s'assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route du numérique. Et c'est vraiment ce deuxième pilier, celui de la protection, qui a changé la donne. Il a été pensé pour rééquilibrer un peu le rapport de force entre les simples individus et les géants du numérique, les grandes plateformes. Ce texte affirme un principe qui est juste fondamental, le droit à la portabilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les données qu'on génère sur une plateforme, eh bien, elles nous appartiennent. On peut donc les récupérer quand on veut, par exemple pour les emmener avec nous vers un autre service. Franchement, c'est une petite révolution. Et pour que ces droits ne soient pas juste des paroles en l'air, la loi a prévu des sanctions qui sont là pour dissuader. Ce chiffre, 60 000 €, c'est l'amende maximale, sans compter la peine de prison, pour le délit de revenge porn, c'est-à-dire la diffusion d'images intimes sans consentement. Le message est on ne plus clair, toucher à l'intimité des gens dans le monde numérique, c'est puni très sévèrement. D'accord, il y a des règles, des droits. Mais concrètement, qui s'assure que tout ça est bien respecté? Eh bien, il existe une institution pour ça, un véritable gardien des données personnelles en France. Il s'agit de la CNIL. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle a été créée bien avant l'Internet que l'on connaît, en 1978. C'est elle, l'autorité indépendante qui vaille au grain. On peut la voir comme le régulateur des données personnelles sur tout le territoire français. En fait, la CNIL a plusieurs casquettes. D'un côté, c'est un guide. Elle informe le public, elle accompagne les entreprises pour qu'elles respectent la loi. Et de l'autre, c'est aussi un arbitre. Elle essaie d'anticiper les problèmes de demain et quand c'est nécessaire, elle contrôle et elle sanctionne ceux qui ne jouent pas le jeu. Bon, les grands principes et les institutions, c'est une chose. Mais le plus important, c'est l'impact concret dans la vie de tous les jours. Alors, concrètement, quels sont ces nouveaux droits qui ont été créés grâce à ces lois? Prenons un exemple qui parle à tout le monde, le droit à l'oubli pour les mineurs. Il faut s'imaginer qu'avant, une erreur de jeunesse, une photo ou un commentaire publié en ligne, ça pouvait avoir des conséquences toute une vie. Aujourd'hui, la loi garantit aux mineurs la possibilité de demander à ce que ces données soient effacées. C'est un changement énorme. Finalement, ces lois, ce n'est pas juste du jargon juridique compliqué. Elles donnent de vrais super-pouvoirs aux individus. Le pouvoir d'emporter ces données avec soi, le pouvoir d'exiger que ces messages restent privés, le droit, pour un mineur, d'effacer son passé numérique, et l'obligation pour les plateformes d'être honnêtes et transparentes. Ce sont des outils concrets pour reprendre le contrôle. On a donc posé des fondations qui sont solides. Mais, parce qu'il y a un mais, la technologie, elle, évolue à une vitesse folle. Et ça nous amène à une dernière question qui est essentielle pour l'avenir. Alors que l'intelligence artificielle explose, que les objets connectés sont partout autour de nous, que les métaverses se développent, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce cadre légal, même s'il est solide, sera suffisant pour encadrer les technologies de demain? Le débat ne fait que commencer.